Bonjour, très chers collègues, bonjour. Donc, que du bonheur en cette période pénible de pouvoir continuer avec vous notre mission d'enseignement à distance. Covid oblige. Il faut dire que nous sommes tous mis à l'apprentissage, juniors et seniors. Ce Covid-19 nous dévoile tous les jours de nouveaux secrets, au gré de ses caprices, mais et surtout et malgré lui, grâce à l'acharnement et à la ténacité des équipes de chercheurs, de scientifiques, d'épidémiologistes, de cliniciens et de préventeurs. J'ai donc le plaisir d'animer ce plateau avec ce beau panel d'éminents spécialistes du Covid, chacun sous l'angle qui lui est imparti. Je commence par le professeur Riyad Guidr, président du Collège de neurologie, le professeur Heshmi Louzir, directeur de l'Institut Pasteur, professeur Mostafa Al-Ferjani, président du Collège d'anesthésie Réa. Voilà, donc je commence sans trop tarder par donner la parole au professeur Heshmi Louzir qui va nous entretenir de la réponse immunitaire et son impact sur les mesures de contrôle. À vous la parole. Merci pour cette opportunité et puis pour partager. Vous savez, l'une des valeurs pasteuriennes, c'est le partage du savoir. Et donc, quand on a, disons, quelques informations ou quelques données acquises à travers, récemment d'ailleurs, puisque comme vous le savez, donc, tous, on est pris un peu par cette épidémie et cette pandémie. Et donc, on a été amené à regarder un peu les aspects par rapport aux différents angles de cette pathologie. Et moi, je vais essayer de vous parler de quelques, disons, aspects en rapport avec la réponse immune. De par le fait que donc, je suis immunologiste, mon background, et je vous parlerai aussi un peu des recherches qui sont en cours, aussi bien en Tunisie qu'à l'Institut Pasteur. Alors, très rapidement, d'abord, quelques mots sur la réponse immune et son importance pour le diagnostic. Ça, c'est la première partie que je vais traiter. La deuxième, je vais vous parler un petit peu du rôle de la réponse immune dans la physiopathologie, notamment au cours de la deuxième phase de la maladie chez les patients, et notamment la complication qui est, entre autres, due à un excès de réponse immune. On va voir tout à l'heure cet aspect-là. Et je finirai par parler de quelques notions et quelques informations acquises et vous donner aussi mon point de vue par rapport à tout ce qu'on a entendu par rapport au BCG et son rôle, éventuellement. Et là, j'essaierai d'aborder cette question. Et aussi, après, les histoires de sérologie, la neutralisation du virus et éventuellement l'opportunité de développer des vaccins. Donc voilà, donc, je vais essayer de parler de ça. Je n'ai pas préparé de diapo parce que, entre autres, c'est important parfois de communiquer et parfois le message peut être, disons, aussi porteur qu'avec des images qui peuvent être parfois remplies et qu'on a du mal à faire passer des messages. Et en plus, c'est peut-être plus facile de préparer vu les contraintes que nous avons avec tous nos collègues qui sont, disons, impliqués dans la riposte et dans la mise en place des stratégies du pays. Alors, je commencerai par la réponse immune et avant de rentrer dans l'immunologie et la réponse immune à visée diagnostique, je ne peux pas ne pas aborder la technique de référence et de base pour le diagnostic de cette pathologie, donc le coronavirus, l'infection par le coronavirus qui peut donner donc la maladie induite par le coronavirus. Et la technique de référence, c'est ce qu'on appelle la PCR en temps réel. Alors c'est quoi ? On fait un prélèvement au niveau nasal, donc le plus souvent, ou au niveau de la sphère, disons, au niveau du pharynx. Parfois, il y a des prélèvements un peu plus profonds qu'on va chercher pour certaines formes, on va dire. Mais le plus classique, c'est au niveau du nez et de la muqueuse nasale. On prélève avec un écouvillon, un échantillon qui est censé contenir le virus. Et puis après, on le met dans un milieu de transport, ce qu'on appelle. C'est à la fois un milieu qui permet de diluer, de récupérer les particules virales,
et de les conserver jusqu'à arriver au laboratoire. Au laboratoire, on fait ce qu'on appelle une extraction d'ARN, l'ARN du virus, parce que comme vous savez, c'est un virus à ARN. Et après cette extraction de l'ARN, cet ARN est utilisé pour faire ce qu'on appelle une technique qui s'appelle transcription inverse et PCR quantitatif. Alors c'est quoi ? On ne sait pas amplifier l'ARN, enfin on ne le fait pas pour adviser diagnostic, donc on fait de la transcription de l'ARN viral en ADN complémentaire et grâce à la connaissance de la séquence du virus, avec cet ARN complémentaire, on va cibler par PCR des zones du virus qui sont spécifiques du virus et on fait une PCR. Cette PCR, c'est une PCR en temps réel, c'est les nouvelles, si vous voulez, nouvelles technologies qui non seulement utilisent des primers sens et reverse pour chaque région du génome qui est ciblée, on utilise une sonde fluorescente et c'est grâce à ce système qu'on va, après un certain nombre de cycles, avoir un signal en cas de positivité. C'est ce qu'on appelle le cycle seuil qui va donner un signal. Plus le cycle seuil est faible, plus la charge virale est importante, parce que je rappelle que la PCR, c'est une PCR quantitative. On peut quantifier le nombre de virus. Et d'ailleurs, on prend des standards avec lesquels on a l'équivalent de nombre de copies de virus. En général, c'est des plasmides qui contiennent la séquence d'intérêt. Et c'est comme ça qu'on rend le résultat. C'est la technique de référence. Voilà. Alors, à côté de cette technique de référence, et vous avez sûrement entendu parler des tests rapides, etc. Effectivement, il y a des tests rapides qu'on peut lire au bout de quelques minutes, je dirais entre 10 et 20 minutes en fonction des tests. Ça se fait sur des bandelettes, c'est des dispositifs à usage unique en fait. Et les tests rapides, il y en a deux types. Il y a les tests rapides qui détectent l'antigène du virus et des tests rapides qui détectent les anticorps qui sont dirigés contre le virus. Alors les tests rapides qui détectent l'antigène du virus, c'est le même type de prélèvement, je dirais, que pour la méthode de PCR en temps réel. C'est-à-dire on va aller chercher le virus là où il se trouve. Muqueuse nasale, encore une fois. Là, le couvillon, il est mis dans une solution et on fait tourner dans la solution pour libérer d'éventuels antigènes du virus. Là, on parle d'antigènes. Okay, on ne va plus cibler l'ARN du virus, le matériel, l'acide nucléique, on va cibler donc, des antigènes. Et ensuite, on va prendre une goutte de cette solution qui est censée contenir ou pas l'antigène du virus. On va la déposer sur une petite bandelette et rapidement, on va avoir une bande contrôle, on utilise toujours des contrôles, et une bande qui correspond à l'antigène, si c'est positif ou négatif. Si c'est positif, on va la lire à l'œil nu. Hein, c'est une lecture à l'œil nu. Je recommande aux gens qui utilisent ces tests de prendre des photos. Pourquoi ? Parce que il faut la lire au bout d'une demi-heure maximum. Après, on ne peut plus interpréter. Donc, pour garder une trace, il faut même donner à une autre personne pour lire. C'est bien de la prendre en photo. Et elle va nous indiquer la présence d'antigène. Alors, ces tests rapides qui détectent l'antigène, ils ont une sensibilité qui est de l'ordre de 40, je dirais, jusqu'à 80%, par rapport au test de référence qui est la PCR en temps réel. Donc, devant un résultat négatif, on ne peut pas éliminer de façon formelle, on ne peut pas éliminer l'infection par coronavirus, même si on est à une étape où le virus est détectable, puisque je vous ai dit, la comparaison, elle a été faite dans les différents tests qui ont été développés par rapport à la PCR en temps réel qui serait positif. Okay ? Donc ça, c'est le test rapide antigène. Un deuxième test rapide, c'est la détection des anticorps. Et là, on a besoin d'une goutte de sang. Alors, ces tests qui détectent l'anticorps, c'est le même principe, c'est un dispositif, c'est une lecture qui se fait à l'œil nu et qui, donc, pour faire ce test, il faut mettre soit du sérum, soit du plasma, quand on a des plasmas et des sérums déjà collectés, soit une goutte de sang. Et pour avoir une goutte de sang, on pique un petit peu le doigt, l'index en général, on dépose la goutte de sang sur le dispositif, après on rajoute un réactif et la migration va nous donner, s'il y a des anticorps de classe IgG ou IgM, ils vont s'arrêter dans les réactifs qui sont déjà déposés dans la bandelette, et si ces anticorps sont spécifiques
des antigènes du virus corona, ben on va avoir un signal coloré, un peu comme pour la détection de l'antigène d'ailleurs, mais cette fois-ci, on va avoir toujours une bande qui correspond à un contrôle qui doit être visible et qu'on peut lire. Après, il y a une bande qui correspond pour l'IgM et une bande qui correspond pour l'IgG. Et le résultat donc, va nous donner, si la bande contrôle est allumée, donc on verra s'il y a une bande IgM, c'est qu'il est positif en IgM. S'il y a une bande IgG, c'est qu'il est positif en IgG. Et parfois, on peut avoir la présence en même temps d'IgM et d'IgG. Alors, ces tests-là, qui recherchent les anticorps, ils ne peuvent se positiver avec une certaine fréquence qu'au bout d'un certain délai, comme vous pouvez imaginer. Il y a l'infection, la réponse immune se met en place, il y a des anticorps qui sont produits, comme vous le savez, dans les différentes situations d'ailleurs de maladies virales en général et d'autres maladies d'ailleurs. C'est l'IgM qui commence pendant un certain temps. Alors, il se trouve que pour l'infection par coronavirus, l'IgM apparaît vers les coups de, on va dire, 5-6 jours après le contact et après le contact avec le virus et le développement, on va dire, des symptômes. En général, ça peut parfois coïncider avec la présentation du patient, parce que parfois les gens qui se présentent, ils ont déjà été en contact et ils ont déjà de la fièvre, ils ont déjà développé une certaine réponse. Donc parfois, on tombe sur des IgM qui sont positives et ça peut être utile pour le diagnostic. Mais dans tous les cas, c'est de toute façon, c'est au bout entre, on va dire, une semaine et ça peut rester même plusieurs semaines. Okay ? Les IgG apparaissent toujours après les IgM, en général à partir de 10 jours, 15 jours, et les IgG peuvent durer beaucoup plus de temps. Voilà, donc ça je voulais aborder donc la question de la réponse immune humorale, l'anticorps et IgM et IgG, à visée diagnostique. Alors, ce que je voudrais préciser à ce stade déjà, c'est que en fait, même si on va utiliser les tests rapides, ou on a commencé déjà à les utiliser, la technique de référence de la PCR en temps réel reste le gold standard, ce qu'on appelle. C'est la technique qui permet de diagnostic des cas. Même si on fait la technique rapide, en général dans le cadre de dépistage, par exemple, assez large de populations qui peuvent être suspects ou qui peuvent avoir été en contact avec des malades, ou même dans des études populationnelles, dans tous les cas, en cas de positivité, notamment pour l'antigène, mais aussi pour les IgM ou les IgG contre le virus, si on a une suspicion de maladie active, dans tous les cas, il faut faire la PCR en temps réel, qui reste le gold standard. Alors, je pense avoir donc fini avec la réponse immune et la réponse humorale à visée diagnostique. Maintenant, je voudrais parler de la réponse immune au cours de la maladie. Au cours de la maladie, comme vous le savez, donc le corps se défend, le virus se multiplie, une fois qu'il est introduit, se multiplie dans les muqueuses, il se fixe sur son récepteur, qui est connu maintenant, c'est l'ACE2, et ce virus-là, il va induire une réponse immune, comme je l'ai dit déjà, qui peut être utilisée pour la sérologie, et là, je reviens un petit peu vers la description clinique et comment se présentent les cas. Il y a des situations où la maladie donne une infection asymptomatique. On ne voit pratiquement rien. Les gens sont infectés. On peut, à l'occasion d'une recherche d'antigènes ou à l'occasion d'une PCR en temps réel, parce que c'est un contact, découvrir de façon fortuite quelqu'un qui ne présente pas de signes. Alors, il y a une partie. Alors, cette proportion-là, on l'a estimée à 80% de l'ensemble des infections. Ça peut même être un peu plus. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui sont infectées, il y a 80% il y a 80 ou un peu plus qui ne vont rien faire. Les 20% restants vont développer, dans la majorité des cas, un syndrome grippal, de la fièvre, de la toux, quelques autres symptômes, entre autres. Bon, on ne va pas revenir, peut-être qu'il y a mes collègues qui vont décrire un peu plus ces différents symptômes. Alors, ce qui est intéressant, enfin, ce qu'on a noté, c'est que parfois, après le syndrome grippal, il y a une baisse de la symptomatologie en général, une baisse de la fièvre, et au bout d'une semaine à 10 jours, il peut y avoir des complications. Dans la grande majorité des complications, elles sont dues à deux types en fait, de mécanismes. Il y a des complications qui sont dues à des multiplications très actives du virus, première complication, et la deuxième, qui est plus fréquente,
La complication qu'on voit, c'est une fraction encore plus faible des 20%. Donc j'ai dit il y a 20% qui vont développer des signes, mais dans ces 20% qui vont développer des signes, sur 100 de ceux qui développent des signes, il y a une petite fraction, peut-être 5%, 10%, un peu plus ou un peu moins selon les études, qui vont développer ces complications-là. Alors, ces complications, elles sont essentiellement dues, chez une bonne partie de ces gens-là, à une réponse immune exagérée. Donc c'est le système immunitaire, c'est la réponse immune cellulaire cette fois-ci, c'est les cellules de l'immunité, les lymphocytes T CD4+, les lymphocytes T CD8+, qui infiltrent les sites où le virus s'est multiplié, donc le parenchyme pulmonaire cette fois-ci, et qui peuvent créer des phénomènes inflammatoires qui vont aboutir au niveau de la radio à ce poumon blanc, au niveau des scanners entre autres, qui vont aboutir à un problème de ventilation et de détresse respiratoire. Et ce mécanisme-là, il est immunologique. C'est presque une réaction, comme on dirait une réaction auto-immune. Donc ça, c'est la réponse immune. Et on sait que parmi les médiateurs, les auteurs, les anglo-saxons, parlent de cytokine storm, une sorte de tempête de cytokines. Et on sait que c'est médié, entre autres, par des cytokines pro-inflammatoires, comme l'interleukine 6, l'interleukine 1, et d'autres cytokines pro-inflammatoires qui sont responsables de cet état. Pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que parmi les approches thérapeutiques, notamment dans ces situations, on utilise des anticorps qui neutralisent, entre autres, l'IL-6, et je sais qu'il y a actuellement des protocoles, aussi bien en Europe, et il y a eu des protocoles même, je crois, en Chine, mais essentiellement en Europe, et actuellement en préparation en Tunisie, l'usage de l'anti-IL-6 dans ces formes-là. Je tiens aussi à souligner que dans cette forme-là, donc la deuxième semaine, ou après 10 jours du début de la maladie, c'est des formes où, quand on va chercher le virus, il va être en quantité faible. Donc, si vous voulez, le virus, et en fait, la réponse immune, elle est induite par le virus, mais elle est exagérée, et le virus, il est éliminé en partie, et ce qu'on a à gérer, c'est une gestion de presque une maladie dysimmunitaire ou auto-immune. C'est pour ça qu'on utilise ces anticorps anti-IL-6 et anti-IL-1 durant cette phase. Je tenais à le souligner parce que ça nous permet de comprendre le pourquoi de l'utilisation de ce genre de protocole. Au passage, pour l'hydroxychloroquine, pour laquelle il y a eu beaucoup de débats, de discussions, même parfois des choses assez contradictoires, comme on l'a vu surtout en Europe et en France. En fait, l'hydroxychloroquine, parmi ses indications, d'ailleurs actuelles, la plaquenil, c'est justement le traitement de certaines maladies auto-immunes. C'est une molécule qui agit comme immunomodulateur, entre autres dans le lupus. Elle est utilisée dans le lupus, elle est aussi utilisée dans le polyarthrite rhumatoïde. Pourquoi? Elle est utilisée dans un but d'immunorégulation, et c'est probablement ce mécanisme qui est mis en jeu lors des formes d'atteinte de coronavirus, notamment les formes qui risquent d'évoluer vers des formes dysimmunitaires où il y a cette complication dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect, disons, physiopathologique avec le rôle de la réponse immune et avec l'impact de certains traitements qui ciblent justement cette réponse immune exagérée. Là, je vais passer à une autre question qui a été discutée, débattue, démontrée dans un certain nombre de publications, c'est le rôle de la vaccination par le BCG. Et là, c'est vraiment une question qui nous excite beaucoup, je dis nous, parce que en tant que directeur de l'Institut Pasteur, nous produisons le BCG, et donc on est, si vous voulez, assez avertis par rapport à ce que peut faire le BCG, et bien sûr, s'il y a un effet, disons, qui s'avère être utile, on est prêt donc à essayer de mettre, disons, à disposition de, disons, nos collègues et la communauté ce type d'approche. Alors que je vais décrire assez brièvement, il a été démontré dans plusieurs publications récentes une sorte de corrélation, une relation entre la vaccination par le BCG, et je parle là à l'échelle des pays, et la réduction ou le faible nombre de cas de coronavirus, de Covid,
et aussi la faible mortalité et les faibles complications. Comme si, dans les pays où on vaccine par le BCG, il y a une certaine, entre guillemets, protection, quelque part. Okay, par rapport aux pays, comme beaucoup de pays européens, les États-Unis, qui ont arrêté la vaccination par le BCG depuis longtemps. Alors, que vient faire le BCG? Je tiens d'abord à souligner qu'il n'y a aucune communauté antigénique entre les antigènes du virus corona, du coronavirus, et les antigènes du BCG, bacille de Calmette et Guérin, qui est un bacille issu de Mycobacterium bovis et qui a donné le BCG. Et le BCG, comme vous le savez, qui est le vaccin contre la tuberculose. Donc il n'y a pas de lien. On ne peut pas dire qu'il y a une mémoire immunitaire vis-à-vis du BCG qui va protéger contre le coronavirus. Ça ne peut pas se faire puisqu'il n'y a pas de communauté antigénique entre les deux. On peut le dire parce qu'on connaît la séquence du coronavirus et la séquence du BCG. Par contre, ce qui est connu avec le BCG, tout comme d'ailleurs d'autres vaccins vivants, c'est que le BCG, il a deux choses, je dirais, en plus de son action comme vaccin contre la tuberculose. Le BCG, il induit par une certaine immunomodulation ou une immunostimulation. Donc, quand on l'injecte, au moment où il est présent chez nous, vous savez, quand on vaccine, le BCG va se multiplier et va rester un certain nombre de semaines, entre 4, 6 semaines, 8 semaines, ça dépend du statut immunitaire des gens et s'ils étaient vaccinés auparavant ou pas. Mais en tout cas, il reste chez l'individu. Et pendant ce temps-là, il donne une certaine immunostimulation non spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le BCG va induire un certain nombre de cytokines, un certain nombre de molécules qui peuvent agir de façon non spécifique sur soit un autre pathogène qui est présent, soit agir sur même des cellules tumorales. Et je rappelle, tous les étudiants et les résidents qui nous regardent, l'utilité et l'utilisation du BCG dans l'immunothérapie, notamment dans les cancers superficiels de la vessie. Donc il agit par ce biais-là, on va dire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est moins connue, qui est aussi, disons, induite par le BCG et par d'autres vaccins vivants, c'est ce qu'on appelle, elle s'appelle training immunity. C'est un entraînement de l'immunité non spécifique. Je tiens à souligner, non spécifique. C'est quoi? C'est-à-dire que quand on injecte le BCG, il va activer les cellules de l'immunité non spécifique, c'est-à-dire les macrophages, les cellules NK, et d'autres types cellulaires comme les T gamma delta ou d'autres cellules de l'immunité innée, et il va, si vous voulez, induire certaines réactions au niveau de ces cellules, de telle sorte que ces cellules, bien plus tard, bien après l'introduction de ce BCG, peuvent être plus réactives et peuvent être activées assez rapidement pour induire les effecteurs de l'immunité innée. On ne parle pas d'immunité spécifique. C'est ce qu'on appelle le training immunity, qui est une notion qui a été développée il y a à peu près une dizaine d'années et qui a été démontrée par des publications très sérieuses jusqu'à il y a pas longtemps, donc jusqu'à quelques semaines, par rapport à ce rôle-là. C'est ce qui est recherché et c'est le mécanisme par lequel on pense que le BCG peut agir pour donner une certaine, entre guillemets, petite protection contre le coronavirus. C'est-à-dire que le coronavirus, quand il va être introduit chez quelqu'un qui a eu le BCG ou un autre vaccin vivant, mais on parle surtout de BCG, l'immunité innée va garder une petite mémoire, si vous voulez, et avec des effecteurs, notamment des macrophages, qui vont être activés assez rapidement, beaucoup plus vite que s'ils n'ont pas été vaccinés par le BCG, je parle de l'individu, et à ce moment-là, ces effecteurs non spécifiques et cette réponse innée, qui peut être de type cytokine, pro-inflammatoire ou autre, peut éventuellement réduire la sévérité de l'infection, peut réduire peut-être la charge virale qui a été reçue de quelqu'un qui est malade et peut peut-être donner soit une forme asymptomatique de façon plus fréquente, soit peut-être une forme de maladie qui n'est peut-être pas très sévère et il y a peut-être moins d'évolution vers la sévérité et vers les cas de décès. Donc ça, c'est l'hypothèse qui pourrait être mise sur le compte pour démontrer, on va dire,
le rôle du BCG dans l'effet qui a été démontré uniquement au niveau des études de corrélation. Alors, actuellement, dans le monde, notamment en Australie, en Hollande, en Espagne, en France, dans d'autres pays, il y a des essais d'utilisation de BCG chez des gens à risque, c'est des individus à risque, des volontaires en général. Le plus souvent, d'après les études qu'on a vues, c'est du personnel de la santé, donc à qui on donne un bras le BCG, un bras il ne reçoit pas de BCG. Après, on les laisse faire leur travail et on les laisse, disons, dans leur activité journalière, en sachant que malheureusement dans le corps médical et paramédical, l'infection, enfin la fréquence de coronavirus, elle est entre 8 et 15% dans les différentes études que nous avons vues dans le monde en général. Et donc, on va pouvoir, et les choses sont en cours, regarder si il y a effectivement une différence dans la fréquence de la maladie, dans la sévérité de la maladie, entre le groupe qui a reçu le BCG et le groupe qui n'a pas reçu le BCG. Voilà, donc ça c'est par rapport au BCG, et même en Tunisie, donc je peux vous annoncer qu'il y a une réflexion qui est assez avancée avec différents partenaires, des immunologistes, avec des équipes de l'Institut Pasteur de Tunis, avec une CRO, avec des cliniciens, pour voir l'opportunité de mettre en place un essai utilisant le BCG pour regarder un petit peu l'effet. Et puis, en fait, nous, on a l'avantage, c'est que des essais sont déjà en cours dans d'autres pays. Et donc, on va essayer de suivre et d'être très averti par rapport à ce qui se passe pour voir son éventuelle utilisation. Si demain, on aura démontré que le BCG a ou peut avoir un effet protecteur quelque part, bien entendu, en fonction, avec toutes les équipes, avec tous les intervenants, on étudiera l'opportunité de faire des rappels, en sachant que déjà on est immunisé, mais peut-être que faire un rappel de vaccination pourrait être utile pour notre population. Ça, c'est par rapport au BCG, et je vais finir par rapport au vaccin. Là, on parle de vaccin contre coronavirus. D'après les études, et encore, ce n'est pas très sûr, mais on pense que la vaccination est faisable contre cette maladie. Je dis que ce n'est pas très sûr parce qu'on sait que les gens peuvent induire des anticorps de classe IgG qui sont spécifiques de la protéine S, qui est la protéine par laquelle le coronavirus se fixe sur la cellule cible, mais on n'est pas sûr à 100% pour le moment que ces anticorps qui ciblent la protéine S sont neutralisants, c'est-à-dire vont empêcher l'infection. Parce que l'idéal, c'est que bien sûr, ils empêchent l'infection, et à ce moment-là, si on a des anticorps anti-S, on peut être protégé. Ce n'est pas sûr à 100%, mais il y a des indications en faveur d'un rôle des anticorps dirigés contre la protéine S. Et donc, il y a plusieurs équipes dans le monde qui sont en train de travailler sur des vaccins, le plus souvent donc, qui ciblent la protéine S, comme je l'ai dit, ou sa partie transmembranaire, ou la partie spécifique, c'est ce qu'on appelle la partie qui se fixe sur l'antigène, le récepteur. C'est le récepteur Binding Domain, RBD. Et alors, les vaccins, il y a plusieurs types de vaccins qui sont en cours. Il y a des vaccins qui se basent sur la protéine elle-même avec des adjuvants pour induire des anticorps. Il y a des vaccins qui se basent sur l'adénovirus qui exprime des protéines du virus, du coronavirus. En injectant l'adénovirus qui va exprimer la protéine, cette protéine va s'exprimer chez l'hôte qui a reçu donc ce vaccin-là et va induire une réponse immune contre l'antigène du coronavirus. Il y a d'autres types. Il y a par exemple l'équipe à l'Institut Pasteur à Paris qui utilise le vaccin contre la rougeole comme disons, agent dans lequel on a introduit une séquence qui code pour l'antigène S du coronavirus. Ils sont avancés là parce que cette équipe-là a déjà fait un vaccin lors de l'épidémie de Corona 1, c'est le COV1, et ils avaient un vaccin, mais ils ne l'ont pas utilisé parce que cette épidémie s'est éteinte rapidement et ils n'ont même pas fait d'essai avec ce vaccin. Donc là, ils ont très rapidement réinjecté, réuni leur système avec une protéine qui code pour la protéine S. Et ils sont en train de finir pratiquement les phases, on dirait, précliniques pour passer à des phases cliniques. Alors, l'Institut Pasteur de Tunis
est aussi embarqué dans une approche de vaccin. Et ce qu'on a choisi, c'est DNA vaccin. DNA vaccin, c'est un vaccin, si vous voulez, c'est l'ADN qui code pour un antigène qu'on utilise comme ADN nu, en général issu de plasmide. Hein. Et c'est le même principe, cet ADN va coder pour un antigène, bien sûr du virus dans ce cas, en l'occurrence, et ce qu'on regarde, c'est si les gens qui ont reçu cet ADN vont développer ou pas des anticorps. Alors pourquoi on l'a choisi? On ne l'a pas choisi par hasard, on l'a choisi parce que d'abord, les ADN vaccins actuellement sont autorisés par la FDA, alors qu'avant, les gens étaient réticents pour utiliser des ADN vaccins, parce qu'on a peur que l'ADN s'intègre dans le génome de l'hôte et ce n'est pas bien. Mais là, il y a de plus en plus de preuves que ce n'est pas le cas. Entre autres, il y a beaucoup d'utilisation de DNA vaccins en médecine vétérinaire. Et deuxièmement, parce qu'à l'Institut Pasteur de Tunis, nous avons une équipe de chercheurs qui a développé un DNA vaccin contre la rage, qui n'a pas été utilisé, mais qui a été développé et qui a été validé dans le modèle expérimental, entre autres de la rage, qui donne une bonne réponse à la fois, et notamment après challenge, bien sûr, challenge chez les souris et challenge chez le chien qui a été utilisé comme modèle. Donc cette même équipe, très rapidement, donc, quand on a fait une task force à l'Institut Pasteur, donc elle s'est dit, OK, on va utiliser la même chose, donc on a le même plasmide, on l'a à l'Institut Pasteur, on lui a inséré des séquences qu'on appelle immunostimulatrices, dont je ne vais pas rentrer dans les détails, et on a cloné déjà les différents arrangements, on va dire, de la protéine S, et on est en cours de développement d'un vaccin à base d'ADN qui exprime la protéine S du coronavirus, et on va assez rapidement passer à des phases précliniques chez la souris pour vérifier si cette construction peut induire des anticorps neutralisant le virus, et si c'est le cas, pourquoi pas, on peut être dans la course, comme d'autres équipes dans le monde, pour essayer d'aborder une protection utilisant un vaccin contre le coronavirus. Voilà, je crois que j'ai terminé. Merci, professeur Louzir, pour cette belle, complète et vraiment intéressante conférence. Et là, vous avez répondu à la fin à l'une des questions de nos résidents. Il y avait Dr Arwa Fers justement qui posait la question sur les efforts de l'Institut Pasteur en matière de vaccination et de préparation de vaccins. Donc, une autre question qui a été posée par Yousr, résidente, qui demande est-ce que les tests de dépistage rapide utilisés actuellement en Tunisie, ou bien qui viennent d'être utilisés, ont été testés sur des Covid-19 connus avant leur utilisation? Est-ce qu'on les a testés pour voir un peu leur peut-être sensibilité? Alors, on vient de recevoir effectivement, enfin depuis, je dirais peut-être une semaine, 10 jours, un premier lot qui était un dos, hein, parce que la commande qui a été faite, elle arrive, soit elle est arrivée, soit qu'elle arrive là aujourd'hui, demain, c'est ce que j'ai eu comme information. Alors, je rappelle juste que ces tests rapides qui ont été reçus, et même ceux qui vont arriver dans la première livraison, ce sont des tests qui recherchent les anticorps, des anticorps contre le coronavirus. Alors, honnêtement, la validation de ces tests, elle est prévue. Il y a il y a des sérums qui ont été prélevés, notamment en collaboration avec l'équipe de Mme Ben Khalil, de malades hospitalisés, connus, positifs par la PCR en temps réel. Mais honnêtement, à ce stade, je ne peux pas vous dire quel est le résultat de la validation de ces tests. Ce que je sais, c'est que les tests sérologiques qui existent un peu dans le monde, en général, ils sont, entre guillemets, bons. C'est-à-dire, quand il y a des IgM, on arrive à la détecter. Quand il y a des IgG, on arrive à la détecter. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces anticorps arrivent pas au tout début. Hein, il faut un certain temps pour qu'ils montent. Surtout l'IgG qui met un peu plus de temps que l'IgM. Bon, maintenant, la validation et les chiffres de la validation, honnêtement, je ne l'ai pas. Et nous n'avons pas été impliqués dans ce type de validation. Donc vous êtes optimiste pour les tests anticorps? Je pense que pour les tests anticorps, ils vont être bons pour la détection des gens qui ont eu un contact avec le virus après un certain délai. Oui.
Les tests rapides, on les a discutés au ministère, ils sont entre autres utilisés à la fois antigènes et anticorps cette fois-ci pour justement le personnel médical, pour faire des screenings, je dirais. Hein. Encore une fois, ce n'est pas la suspicion du cas, hein. C'est le screening des populations. Le screening en fin de confinement. Alors, en fin de période de confinement, c'est-à-dire... En fait, ça va être... Bon, là, je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a toute une équipe qui est en train de mettre en place la stratégie pour savoir à qui c'est destiné et tout ça, mais je sais que ça va être des screenings des gens à risque et des gens dont on a besoin et que des gens qui doivent être testés régulièrement parce qu'ils peuvent soit... Ils sont importants pour la gestion de cette maladie, soit parce qu'ils peuvent être eux-mêmes transmetteurs, hein, le corps médical, les forces de police, de la gendarmerie, enfin, les militaires, et aussi, pourquoi pas, dans les études et les enquêtes épidémiologiques des populations à risque.